Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 12 livres à vous présenter, 5 en papier, 1 e-book et du coup 6 numériques. C'est un petit update lecture qui reprend août, toutes mes lectures de août, un petit peu début septembre, et puis surtout on est plus de 600 sur la chaîne, donc ça va être une petite vidéo pour aussi vous annoncer un petit concours en partenariat avec les éditions Cibloc. Donc avant tout, vous présenter donc un petit peu ce concours. C'est un concours donc qui est en partenariat avec les éditions Cibloc. Ils offrent notamment un e-book pour 2 abonnés différents au choix de l'abonné. Donc vous pouvez aller dans le catalogue des éditions Cibloc et choisir l'e-book qui vous donnerait le plus envie. Pour participer au concours c'est simple, je vais mettre un formulaire dans la barre d'infos que vous avez juste à remplir tout simplement. Et il y a quelques conditions, il y en a toujours, je suis désolée pour ceux qui ne pourront pas les remplir. Il faut donc être abonné à mon compte sur Instagram et être abonné au compte des éditions Cibloc sur Instagram et remplir le formulaire YouTube sous cette vidéo. Donc vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos, c'est un Google Form. Je vais vous demander quelques informations sur vous, tout simplement pour pouvoir les donner ensuite aux éditions Cibloc et qu'ils puissent vous les envoyer, notamment adresse mail, votre nom, votre prénom et votre compte Instagram pour vérifier que vous remplissez les conditions. Ce concours il va se dérouler pendant un peu plus d'1 mois puisqu'il commence à la date de publication de cette vidéo. Il s'étendra jusqu'au 26 octobre. N'hésitez pas à remplir le Google Form. Il y aura peut-être un petit bonus parce que dans la vidéo à un moment je vais vous donner un mot pour le concours et donc ce bonus vous rapportera plus de points si vous le mettez dans le Google Form en question. Avant de commencer avec l'update lecture, j'avais envie de vous présenter un petit peu mes coups de cœur des éditions Cibloc. On a bien sûr le dernier roman de Roman Clécy qui est Des rêves à n'en plus finir, qui est un roman sous fond de piraterie avec un enemies to lover où on va aussi avoir un petit peu de côté historique avec cette notion de marchandises, d'échange de marchandises avec les épices, avec notamment tout ce qui va être la piraterie. C'est vraiment un livre qui mélange plein de choses que j'aime. Bien sûr des livres sur les pirates, une belle romance, une romance qui est hyper intéressante, un rythme, une belle plume, donc j'ai vraiment aimé ce livre et je vous le conseille. Il y a aussi tout ce qui est la saga La Meute de Amanda Bale qui est une série sur des loups-garous dans un monde un peu apocalyptique et j'aime vraiment parce que j'ai cette sensation quand on parle de métamorphe de se retrouver dans les livres paranormaux où on a une famille, où on suit les personnages, où on a un couple à chaque livre mais en gardant cet esprit du premier livre. C'est une saga vraiment mignonne où tu suis les personnages, où il se passe plein de rebondissements, pareil, le rythme, t'as pas le temps de t'ennuyer et donc ça c'est vraiment cool. Toujours avec les éditions Cibloc, on a notamment le livre Dans ton regard de Belinda Ball-Smith qui est un livre vraiment qui m'a bluffé parce qu'au départ je m'attendais pas à grand chose. C'est un livre assez cliché où on va avoir un milliardaire avec une personne peut-être un peu moins aisée qui est serveuse pour le coup et ce qui était très original c'est la manière dont le livre a été fait, c'est-à-dire qu'on prend des clichés, les clichés y sont, mais en même temps l'évolution de la relation elle se fait crescendo, on a vraiment au début les personnages qui ne se connaissent absolument pas et ça va prendre du temps pour que quelque chose se construise, on va avoir certains rebondissements qui sont vraiment assez impressionnants, des scènes de tension assez très bien écrites, avec une plume fluide, un rythme vraiment à la limite de tirer du thriller où t'as l'impression que tu sais qu'il va se passer quelque chose à la fin et tu attends cette chose. Bref, il y a plein de choix, donc je vous laisserai aller checker ça vous-même si vous êtes tiré au sort et n'hésitez pas à aller participer au concours. Bon, sinon, on passe à l'update lecture, peut-être un petit peu. On va commencer, je vais essayer d'aller à peu près dans l'ordre dans lequel je les ai lus dans le mois, mais des fois il y en a qui passent avant d'autres alors qu'ils devraient pas forcément passer. Donc en tout premier j'ai lu donc pour toujours le vlog du challenge été glacé, j'ai lu Love and Game le tome 1 qui est un livre assez incroyable. Pour vous situer un petit peu, Love and Game c'est un livre de Rowan Lockhart. J'ai été trop contente de découvrir ce livre. Love and Game c'est l'histoire de Skyler qui est un jeune homme qui vient d'être embauché dans une entreprise. En fait il est un petit peu auto-entrepreneur mais il sent que c'est pas vraiment quelque chose
qui lui permet de vivre sereinement. Et du coup il va décider à la moitié du temps d'être aussi embauché dans une entreprise. Donc il fait les deux. Certains jours de la semaine il est auto-entrepreneur, il travaille sur son projet. Et le reste de la semaine il est embauché dans une entreprise où il développe, je crois, un logiciel web si je dis pas de bêtises. Et il va se trouver que le premier jour, il va se passer quelque chose vis-à-vis de son patron. Et quand il va arriver, il va se rendre compte que c'est son patron justement. Ce que j'aime bien avec Skyler, c'est vraiment le personnage, il est hyper attendrissant. Il est à la fois humain, c'est-à-dire qu'il a un passé, on va apprendre petit à petit sur lui, on va apprendre sur son colocataire qui est probablement mon personnage préféré, qui s'appelle Camilo. D'ailleurs le tome 2 est sur lui, donc j'ai trop hâte qu'il sorte. Et en même temps, à côté de ça, voilà, il est très attachant, il est très mignon. Il y a plein de facettes à cette histoire. Il y a la partie bien sûr romance entre donc le patron et l'employé qui est vraiment bien faite, bien écrite, c'est mignon, il y a de la tension, tout ce qu'on aime. Il y a la partie un peu plus dramatique je dirais, avec des choses qui se sont passées, des événements qui continuent à se passer, avec Skyler qui est notamment assez inquiet vis-à-vis de son colocataire où il lui arrive des choses. Il y a la partie assez drôle avec des choses qui se passent pareil entre Skyler et ses amis que j'ai trouvé super bien amené dans la romance. Tu pourrais te dire c'est pas vraiment le sujet du livre mais c'est ce que j'aime en fait moi retrouver, j'aime qu'il y ait une histoire principale avec donc cette romance et qu'il y ait à côté une histoire de vie, c'est à dire que Skyler c'est pas parce qu'il tombe amoureux que sa vie est juste focalisée et que l'histoire devrait être que focalisée sur l'évolution des sentiments, sur la romance entre lui et son patron. Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour que je m'y retrouve bien. C'était une romance MM qui avait aussi une notion un petit peu de famille et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai rien à redire de ce livre parce qu'il remplissait toutes les cases d'une romance que j'ai envie de lire et une romance qui va avoir plusieurs tomes, donc je suis trop contente. Si ce livre vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker le compte de Rohan Lockhart puisqu'il va donc sortir le tome 2 et il y aura des exemplaires du tome 1 qui seront disponibles donc sur sa boutique en ligne. Donc super contente d'avoir découvert ce livre et je vous conseille vraiment de vous plonger dedans. Si vous aimez la romance MM, vous trouverez largement votre compte. On passe ensuite à un autre livre, toujours romance MM pour le coup, toujours dans le challenge été classé puisque j'ai lu Scott qui est le dernier tome des Dieux du Campus. C'est un livre dans lequel on va suivre Scott. Donc le personnage de Scott c'est un personnage qui est pour moi passionnant en romance mais qui est aussi un personnage assez exécrable on va dire dans les autres tomes des Dieux du Campus. Pas exécrable en mode il est profondément méchant mais plus parce qu'il fait des choix qui va impacter la vie des autres personnages de manière plutôt négative. Mais du coup c'est passionnant parce que c'est un personnage qui va avoir plusieurs facettes encore une fois, qui va avoir sa facette de hyper populaire et sa facette de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait du mal notamment à s'engager. Et là, il va être confronté donc à Valentin. Valentin, c'est un nouveau dans le groupe d'amis, qui est un des meilleurs amis de Blake, si je dis pas de bêtises, celle qui sort avec Dante dans le tome 3. Sauf que Valentin, il va un peu perturber le monde de Scott, déjà parce que il lui ressemble un petit peu, il est beaucoup dans ce mode-là de charmer tout le monde. Sauf que la différence, c'est que Valentin, lui, il est homosexuel et il a fait son coming out. Là où Scott lui il est plutôt hétéro, il rencontre que des filles. Donc il va y avoir un peu cette rencontre de ces deux mondes qui finalement ils sont un petit peu ils sont pas pareils mais ils se ressemblent sur beaucoup de points. Et au début c'est un peu un enemies to lover parce que Scott il a l'impression qu'on l'éloigne un peu du groupe pour mettre Valentin à la place alors que pas du tout en fait. Et en fait finalement Scott il va réussir à réintégrer le groupe grâce à Valentin et c'est un peu ça ce qu'on voit. C'est un livre qui est assez court, qui est dans la même thématique en fait que les autres livres mais que j'ai beaucoup aimé, déjà parce que Les Dieux du Campus ça a une certaine valeur à mes yeux même si c'est une saga qui est assez cliché, même si j'ai pas du tout aimé pratiquement les 3 premiers tomes, le 2 ça allait encore un peu mieux et que j'ai adoré les 3 derniers tomes de la série, donc c'est un petit peu étrange que cette saga je l'aime particulièrement. Mais voilà, une fois que l'histoire a été posée, une fois que nos personnages principaux on savait ce qui leur était arrivé, on a posé les bases de l'histoire, mais en fait les 3 derniers tomes ils ont pu être construits de manière hyper intéressante avec des thèmes abordés qui sont super intéressants. Pour pas vous spoiler, je dirais que dans la saga il y a des sujets comme les préjugés, il y a des sujets hyper importants aux États-Unis comme l'avortement, il y a des sujets sur
toujours la sexualité, il y a énormément de sujets qui sont abordés dans ces livres alors que c'est des livres qui font 300 pages, qui comportent une romance qui est le but premier de l'histoire, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des romances qui sont censées être pas forcément prises de tête et on y a ajouté quand même des sujets qui étaient qui rendaient l'histoire d'autant plus intéressante et des sujets qui sont importants. Et dans ce tome là on va parler aussi de la distance dans le couple, qui est quelque chose dont on parle pas forcément, notamment qu'est-ce qui se passe après qu'un couple s'est mis ensemble et que il y a des choses qui évoluent, et ça c'est plutôt intéressant. Ensuite j'ai lu, et je l'ai enfin terminé, je pense que vous êtes aussi contents que moi parce que je vous en parle un petit peu trop, Le Paradoxe d'Atlas, qui est le tome 2 de Atlas 6 de Olivier Blake, publié chez les éditions Michel Lafon. On est toujours dans un monde où on va regrouper 6 personnes qui sont des magiciens, des sorciers dans ce monde-là, même si c'est un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, où on a des gens un petit peu normaux, des gens qui ont de la magie, mais c'est de la magie qui se travaille, notamment quand tu vas à l'université, en fait tu travailles sur ta magie, sur les matières, c'est un petit peu de la magie, etc. Et donc 6 personnes vont être regroupées dans quelque chose qui ressemble un peu à la bibliothèque d'Alexandrie, et ils vont être chargés d'étudier pour devenir les gardiens des archives de la bibliothèque. Sauf que ça a l'air d'être un job assez tranquille, mais pas tant que ça finalement. Ce livre qui est particulièrement intéressant, donc là on est sur le tome 2, je vous ai fait le résumé un petit peu du tome 1, c'est que on va avoir des relations entre les personnages, j'ai jamais vu ça dans un livre. C'est-à-dire que, comme je le disais un petit peu dans mon vlog, tu vas avoir des passages où t'as un dialogue, si tu prends le livre, tu l'ouvres, t'as l'impression que le dialogue n'a aucun sens. Et en fait, quand tu connais les deux personnages, quand tu connais ce qui s'est passé avant et après, ça fait tout son sens, et les dialogues sont hyper bien recherchés, mais même l'introspection dans la tête du personnage, il se passe pas grand chose, hein. La plupart du temps, c'est 2 personnages qu'on va mettre ensemble dans une pièce qui vont parler ou qui vont s'observer, et ils vont se dire des choses vis-à-vis de la bibliothèque, vis-à-vis de ce qu'ils étudient. Et c'est ça qui fait avancer l'histoire, et pourtant ça reste quand même super passionnant. J'ai eu plus de mal cependant avec ce tome là parce que il se passe un événement dans le tome 1 qui fait qu'on éloigne un petit peu les personnages. Et le problème c'est que ce livre il repose sur la cohésion des personnages. Autant leur survie à tous dépend de leur cohésion, mais même le livre et sa pertinence dépend de ça, puisque si ils sont distants les uns des autres, tu vas avoir juste un chapitre sur une personne qui va étudier tout seul, et c'est d'autant moins intéressant quand c'est un livre sur les relations, encore une fois, entre les personnages. C'est un livre où tout peut basculer d'un moment à l'autre. 2 personnes sont amies, sont amants, j'en sais rien, et du jour au lendemain ils se détestent, ils sont ennemis, mais comme ça a l'air simpliste, mais en fait il y a toute une réflexion derrière qui paraît logique sur l'affinité des personnages, sur leur magie, sur ce qu'ils essayent de faire. Maintenant c'est des livres qui sont assez complexes, quand tu les prends, quand tu les lis, il faut un certain temps, je trouve, pour comprendre le principe. On est sur de la fantasy qui est pas mal travaillée et qui est assez complexe, et puis c'est pas de la fantasy classique, donc t'as pas forcément les mêmes repères que dans certains types de fantasy. Là on est vraiment dans un monde que Olivier Blake elle a inventé d'elle-même, et c'est assez étrange, et voilà, des fois tu tâtonnes et tu comprends pas forcément tout, et même si tu comprends le gros de l'histoire et tu trouves ça passionnant, j'ai toujours ce truc là de j'ai peur de terminer l'histoire et de me dire tout ça pour ça, parce que j'ai pas compris les tenants et les aboutissants. Notamment il y a un personnage qui est dans le tome 1, mais on le suit maintenant dans le tome 2. Ça m'intéressait pas ce qu'il disait, et parfois je loupais en fait un petit peu le fil de l'histoire parce que c'était pas passionnant, parce qu'on comprend pas quand on est dans sa tête personnellement où il veut nous emmener, et c'est ça qui était pas forcément hyper bien fait. Donc je suis pas sûre de continuer cette saga pour le moment. Ma soeur est en train de lire le tome 3 en anglais, elle va me dire ce qu'elle en pense. Elle a aimé elle pour le coup le tome 2, mais c'est vrai que moi voilà, j'ai eu du mal. J'ai lu ensuite, et je suis trop contente, j'ai failli tout faire tomber, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero, qui est son nouveau livre publié chez les éditions Hachette. Je pense que vous l'avez entendu cet été, et voilà, si vous l'avez pas encore lu, même si l'été est passé, vraiment plongez-vous dans ce livre, puisque c'est un livre qui va pas parler de l'été, enfin si ça se passe en été, ça parle de l'été, mais je trouve que ça peut être lu à d'autres moments parce que ça aborde
les directions qu'on prend dans la vie, les choix, les études supérieures, les relations amoureuses bien sûr un petit peu, puisque c'est un petit peu du young adulte. On se retrouve ici avec Léa et Phoebe qui tous les ans elles sont sœurs et elles vont au même endroit avec leurs parents. Parce que cette année ce qui est différent c'est que déjà Phoebe, sa vie a basculé l'année dernière, donc revenir à l'endroit où tout a basculé c'est compliqué pour elle. Et Léa, elle a décidé, en fait c'était Parcoursup pour elle globalement, et elle a décidé de prendre une année de césure, de pas postuler en fait quelque part, et c'est un choix qui est complètement différent de ses parents, donc elle se fait reprendre souvent. Et elle est un peu perdue, en même temps elle est déterminée et motivée à faire ce qu'elle a envie elle de faire. Et en même temps c'est compliqué parce que personne ne porte son choix avec elle, et notamment on a la dissonance entre la sœur qui semble être parfaite, donc Phoebe, et la sœur qui se fait souvent reprendre, donc Léa. Ce livre il est plein de vérités et c'est d'autant plus dur de le lire quand tu vois toutes ces vérités, peu importe ta famille, peu importe je dirais le monde dans lequel tu as vécu, je pense que tu peux quand même retrouver des choses qui te ressemblent dans ce livre. Notamment au niveau des études supérieures, les questions que ces deux filles se posent, je pense qu'on se les a toutes posées. J'ai beaucoup aimé le moment où tout implose. Parce que je m'attendais à autre chose, de beaucoup plus violent, qui allait laisser des marques à vie, et là je dirais que la manière dont ça a été fait c'est ce qui est le plus logique. Même si j'aurais aimé que ça explose avant parce qu'il y aurait eu pas les conséquences qui ont suivi. Je pense que c'était la plus logique, la manière dont ça a implosé et la manière dont les choses finalement vont changer. Et même la fin elle est cohérente avec ce que je m'imaginais de ce livre et l'importance qu'il a, je pense, pour tout le monde, de se dire bah déjà de 1 parfois on peut échouer et c'est pas forcément grave, on a le droit de recommencer. De 2 je pense qu'il y a tout un truc sur faire ses propres choix. Ça c'est le livre, ce livre le montre de 1000 façons différentes. Pouvoir faire ses propres choix. J'ai l'impression que Léa et Phoebe finalement, alors bien sûr c'est important d'accompagner, hein, que les personnes ne prennent pas des décisions un petit peu à l'aveugle, mais en même temps les deux, peu importe qu'elles soient très différentes, peu importe qu'on les traite de manière différente, qu'on interagisse avec elles de manière différente, qu'elles aient une manière de voir la vie, etc. Les deux, il y a cette question du choix, c'est-à-dire que techniquement on leur a laissé le choix, mais on leur reproche ce choix ou on leur laisse pas la décision de changer et c'est pas vraiment leur choix à elles qu'elles ont fait. Et voilà, un livre incroyable sur la vie et sur les décisions, et en tant que livre young adulte, bah c'est super intéressant. Si vous êtes dans les études supérieures, je pense que ce genre de livre faut le lire, faut comprendre en fait certaines choses, et voilà. Je n'ai rien à dire de plus, hein. C'est un sans faute pour le moment pour Clara Héroux. Et j'ai hâte de découvrir les autres livres qu'elle va nous sortir. J'ai lu un livre audio ce mois-ci qui est Los Intocables, le tome 1, Le visage de la résistance. J'ai beaucoup de choses à dire je pense sur ce livre. C'est un livre qui parle de la mafia, je dirais que c'est au Mexique, parce qu'ils parlent tous en espagnol. Où c'est quelques années quand même en arrière, où on se retrouve avec Mira qui, un jour il va se passer un événement qui n'est pas du tout de sa faute, et elle va se retrouver embarquée au milieu de la mafia, et notamment proche d'un des dirigeants de la mafia, d'un groupe en fait, sauf que c'est pas comme dans les dark romance actuels, c'est vraiment un monde gore. J'aime bien prendre l'exemple d'un Game of Thrones dans un monde parallèle, bah c'est un peu l'idée en termes de gore, en termes de décision, de géopolitique, de ce qui va se passer, c'est vraiment ça. Donc si vous voulez vous plonger dans ce livre, soyez avertis du monde dans lequel vous allez plonger, qui est cru, qui est violent, qui est bien sûr destiné à un public adulte, ce livre, mais à côté de ça c'est un livre assez puissant parce que j'ai trouvé que en matière de thriller, c'est un thriller sentimental, il était vraiment bien ami. En tout cas les 70%, les premiers 70%, je pense que je les ai lus en 3 jours en livre audio parce que c'était vraiment très addictif. T'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer après. Ça monte en fait crescendo et tu te dis mais où ça peut aller, parce que vraiment ça monte de plus en plus haut. Et après en fait les derniers pourcents j'ai eu un peu plus de mal parce que je trouve que déjà l'histoire s'étoffe un peu. Tu sentais il ralentissait pour faire un tome 2 et au bout d'un moment on a compris le principe.
Et en même temps, il y a cette partie-là de ce monde-là qui est assez gore, assez trash, il est aussi très misogyne, j'ai trouvé. Et j'ai eu beaucoup de mal vis-à-vis de ça. J'ai levé les yeux au ciel, alors oui je sais que dans le monde de la mafia c'est censé être comme ça, etc. Et à l'arrière si c'était le monde qui était décrit, qui était comme ça, moi, s'il y a une forme de réalisme, je peux comprendre. Mais le but de ces histoires c'est que si tu le fais de manière fictive, pour moi il faut en tirer une leçon, une histoire. Et donc dans ce cas-là, il faut un personnage féminin qui contrebalance un petit peu ça, qui soit fort, qui soit rebelle, qui décide un petit peu de tout changer, et on n'a pas eu ça, parce que autant il n'y avait pas de personnage féminin qui répondait à ces critères dans l'environnement de la mafia qu'on avait, autant on avait aussi Mira qui est notre personnage principal pour le coup, qui est du coup un personnage féminin, qui ne contrebalançait pas ça. Moi je me suis dit à un moment elle va tirer son épingle du jeu. Je me suis dit bon c'est peut-être pas dans le tome 1 mais ce sera dans le tome 2, et en voyant la fin du tome 1 j'ai pas l'impression que ça va s'inverser et ça va aller dans ce sens là, et c'est super dommage parce que pour moi un livre comme ça, si tu mets pas un personnage féminin qui... Certes, au début, c'est difficile, elle est traumatisée par beaucoup de choses, elle ne connaît pas ce monde, c'est logique. Mais si elle se relève pas de ça et qu'elle n'arrive pas à elle-même évoluer dans ce monde-là, ça n'a pas vraiment de sens de mettre un personnage masculin comme ça à côté. Ou alors, pour moi, c'est moins bien fait. Et donc dans ce sens-là, c'est un petit peu problématique, notamment, de toute façon, dans le monde de la mafia, les relations amoureuses sont légèrement peu saine, mais là j'ai très peur de ce que le tome 2 va me donner. Je pense que ce livre a plein de bons points et il faut s'y plonger si vous aimez les thrillers sentimentaux parce que il est vraiment impressionnant. Il m'a fait penser au seul... J'ai tout fait tomber là. Au seul autre livre de thriller sentimental que j'ai lu, donc c'est So Close, qui est un livre donc, qui ressemble d'une certaine manière parce que c'est un thriller sentimental. Après il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça, et je me suis rendu compte que j'adorais en fait les thrillers sentimentaux. Il y avait un truc, il y a un mystère autour de cette relation amoureuse qui est juste souvent très bien faite, que ce soit ce livre ou du coup Los Intocables. Pour autant voilà, j'ai un peu peur du tome 2, je vais me plonger dedans, mais je promets rien sur la critique que j'en ferai parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Le livre suivant que j'ai lu, c'est un service presse aussi, c'est Peter Pan de Kensington, donc qui est une BD que j'ai demandé donc sur NetGallery, qui est un site pour demander des services presse, et je l'ai eu. En fait si j'ai fait ça notamment c'est parce que je suis en train de faire une réécriture de Peter Pan. Je suis désolée si vous entendez la pluie qui commence à tomber. Voilà. De toute façon, première semaine de septembre, je suis malade. Donc Peter Pan de Kensington, c'est une histoire qui reprend donc l'écriture de Peter Pan, et c'était intéressant pour moi parce que j'essaye de faire une réécriture moi-même de Peter Pan, plutôt en romance. Mais pour faire ça, il faut savoir un petit peu tout ce qui est autour de Peter Pan, et notamment, on est sur une BD qui va évoquer la première histoire qui est sortie de Peter Pan, qui a été écrite et qui finalement n'est pas celle qui est sortie, puisque c'est une version très différente qui en est sortie. Là on est beaucoup plus dans le monde parallèle de Peter Pan, il est vraiment collé au nôtre, et en fait finalement il va jamais vraiment à Neverland, il reste à la limite de notre monde. Il va se retrouver avec une petite fille qui est en train de pleurer dans un parc, et lui il veut à tout prix l'emmener dans son monde, jouer avec elle, etc. Et elle ne veut pas, elle veut rentrer chez elle parce que c'est la nuit et que ses parents lui ont dit qu'il fallait qu'elle rentre chez elle. Et en fait il va y avoir toute une énigme pour retrouver son chemin pour la jeune fille. Ils vont rencontrer des fées, ils vont rencontrer tout un petit monde que j'ai trouvé vraiment bien. Et ce qui est super bien fait dans cette histoire originelle, c'est qu'on va avoir la petite fille qui, même si c'est une petite fille et qu'elle est plus petite que Peter Pan, elle va avoir déjà un petit peu cet esprit d'adulte, de vouloir trouver l'énigme, d'être responsable vis-à-vis des autres, que Peter Pan n'a pas du tout, parce que lui il est vraiment resté dans ce mode là d'enfant. Et voilà, il y avait plein de petits indices qui laissaient entrevoir ce que le vrai conte de Peter Pan est, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins étaient vraiment beaux. C'est une BD que je vous conseille si vraiment vous aimez le mythe de Peter Pan un peu comme moi, d'avoir de comprendre c'était quoi l'histoire, la première histoire qui est sortie, de voir comment on est arrivé au Peter Pan qu'on connaît nous. Donc voilà, c'était assez intéressant de le lire. J'ai lu Et demain, et demain, et demain de Gabrielle Zevin, publié chez les éditions Fleuve.
qui est un livre, voilà, j'ai encore plein de choses à dire sur ce type de livre. Donc on retrace l'histoire un peu de Sadie et Sam, qui sont deux enfants qui se sont connus à l'hôpital pour des raisons différentes tous les deux, et qui vont se retrouver, après ne pas s'être parlé pendant 10 ans, ils étaient meilleurs amis d'enfance, ils vont se retrouver tous les deux, se croiser dans la rue, ils vont décider de créer des jeux vidéo. Voilà, je vous fais un peu l'histoire de manière rapide, parce que je pense que c'est un livre qu'il faut vraiment découvrir en tant que tel et comprendre un petit peu. C'est un livre qui était censé parler énormément d'amitié, et je suis un peu sceptique sur ce point parce que c'est un livre qui parle beaucoup plus de deux personnes qui sont collègues mais qui se connaissent pas tant que ça, qui vont faire plein d'erreurs vis-à-vis du fait qu'ils ne se connaissent pas tant que ça, qui ne se connaissent plus tant que ça. Et certes ils ont été très amis et la partie enfance est très touchante, mais la partie adulte elle laisse vraiment désirer sur ce côté-là. Sur tout ce qui est relations humaines, j'ai trouvé ce livre très distant vis-à-vis de ça, et c'est dommage parce que on est censé être une histoire adulte où on est censé avoir des relations humaines qui sont riches, et là dans ce livre il n'y avait pas de relations amoureuses, amitié qui étaient riches, et c'est ça qui est dommage. Cependant, ce livre il est super intéressant parce que je ne m'intéresse pas tant que ça aux jeux vidéo, et en fait j'avais envie de découvrir tout ce qu'ils allaient faire. Il y avait un moment, il y a des pages entières où ils décrivent les histoires qu'ils sont en train de fabriquer, leur manière de penser l'histoire, quel logiciel ils vont utiliser, et moi je m'intéresse pas du tout à ça, et pourtant c'était passionnant, j'avais envie de découvrir. Et puis t'as vraiment l'impression de suivre la vie de deux personnes qui ont existé et comprendre pourquoi à ce moment de leur vie ils ont agi comme ça, pourquoi à d'autres moments ils ont fait plutôt ça au niveau de leur création, et en fait ça reflète un peu leur vie privée, et c'est ça qui est super intéressant. C'est pas mitigé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je lui ai mis 4 étoiles, donc c'était vraiment un très bon livre, mais il y a eu ce truc là de me dire les relations qui sont décrites sont tellement pauvres, ça m'a déprimée en fait, parce que ça aurait pu être tellement mieux de ne pas les décrire de cette manière là et de faire une vraie histoire d'amitié entre Sadie et Sam déjà, et peut-être donner à nos personnages des histoires d'amour qui sont un peu plus, j'ai pas envie de dire réalistes, peut-être que c'est leur réalité à eux, mais moins déprimant quoi. Donc voilà. Mais c'est un livre que je vous conseille fortement si vous aimez les histoires de vie, les histoires de création, les histoires contemporaines de manière générale. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a fait pleurer. Si vous n'avez pas pleuré en lisant ce livre, expliquez-moi. J'ai vu des avis négatifs sur ce livre. Pas qu'on ne puisse pas aimer ce livre, je pense qu'on peut ne pas aimer tout type de livre, plus les avis négatifs du style ce livre m'a fait aucun effet. Je ne comprends pas. Je vais vous parler de La dernière allumette de Marie Vareille, donc qui est le dernier roman de l'autrice, qui va parler de Abigail qui est dans un couvent et qui voit son frère de manière régulière parce qu'il vient la voir et il lui raconte un peu sa vie, et on apprend petit à petit ce qui s'est passé un peu dans leur enfance, ce qui se passe dans le présent également. C'est un livre compliqué puisqu'il va évoquer les violences conjugales, et pour ce coup-là c'est difficile. C'est un livre qui, comme Le syndrome du spaghetti que j'ai lu de l'autrice, est hyper bien rythmé, est hyper bien écrit. On laisse des petits indices au début qu'on reprend à la fin. Voilà, en termes d'écriture, c'est juste les livres de Marie Vareille que j'ai lus, donc les 2 livres que j'ai lus, c'est juste des masterclass, et je vois pas comment un jour je pourrais écrire quelque chose de ce type tellement c'est bien, et c'est vraiment un idéal je pense en termes d'écriture. Si on parle de l'histoire en tant que telle, c'est sûr j'ai moins accroché, enfin c'est pas que j'ai moins accroché. Si je dois relire un livre, je relirai Le syndrome du spaghetti, parce que même si ce livre il donne de l'espoir aussi, je dis pas le contraire, Le syndrome du spaghetti c'est triste, mais c'est aussi de la joie d'une certaine manière. Celui-là c'est beaucoup plus triste, et à la fin t'es un peu plus déprimé, et en même temps ce livre il donne de l'espoir, il est si important, le message de la fin, la dernière scène, je suis vraiment restée devant le livre juste, j'avais les larmes qui tombaient, mais c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de oui, je suis d'accord avec ce que tu nous donnes, je suis contente que cette fin soit de cette manière-là. Elle nous apprend tellement de choses, et même tout du long on a des chapitres où on va être avec un psychologue et une patiente qui décrit donc les violences qu'elle subit, et je trouvais ça super intéressant de le faire comme ça parce que c'est tout un apprentissage de comprendre cette personne, la situation dans laquelle elle est et pourquoi elle agit de telle ou telle manière, et comment est-ce que d'un point de vue extérieur, quand on comprend pas ce qui se passe, on peut potentiellement aider. Voilà, ce livre il est riche de tout ça, et j'ai rien d'autre à vous dire de plus que lisez-le. On a
un retournement de situation qui est vraiment assez impressionnant. Voilà, j'ai que du positif à en dire et je suis trop contente de l'avoir acheté, de l'avoir lu. J'avais très peur de pas me sentir bien et en fait à la fin oui c'était dur. Oui j'ai eu une petite panne de lecture. Oui j'ai dû être toute seule pendant un petit moment à genre juste relâcher la pression parce que j'avais vraiment eu toute cette tension à la fin du livre. Mais ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Après ça j'ai lu sur Next Story parce que je me suis repris un abonnement Le Grand Méchant Loup, le tome 2, Un loup en approche, qui est un livre de Charlie Adara. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, je vous l'avais dit, mais peut-être un petit peu sans plus. Cependant j'ai vu le tome 2 sur Next Story et je suis un peu en nostalgie de tout ce qui est saga comme Swords de Charlie Cochet. Et cette saga il ressemble tellement que même si elle est un peu moins bien parce qu'on ne départira pas Swords de Charlie Cochet, je me suis dit il faut que tu continues cette saga et j'ai eu super envie de la lire. Et j'ai été trop contente de découvrir ce tome 2 qui était beaucoup mieux que le tome 1. Parce que déjà on est plus équilibré niveau romance-enquête. On est à peu près à 50% de romance, 50% d'enquête. Ce qui est mieux parce que le tome 1 on avait beaucoup plus d'enquête. Et du coup j'étais un peu moins fan parce que c'est pas forcément ce que j'aime. On est toujours avec des métamorphes un petit peu. Il y avait une enquête qui était beaucoup plus personnelle à un des personnages sans vous spoiler. Et du coup on apprend un peu plus sur lui. Et en même temps vu qu'on apprend plus sur lui, les personnages entre s'ouvrent. La relation évolue. Il y a cette notion encore de famille, même si on est loin de la famille Swords où ils travaillent tous ensemble. Là ils sont vraiment que deux, donc Cooper et le parc. Voilà, c'est trop mignon, c'est ce type de saga paranormale qu'on aime bien, où il y a des métamorphes, il y a des enquêtes, il y a des sortes de brigades top secrets et il y a une petite romance qui est mignonne, donc je vous le conseille si vous aimez ce genre de livre. Après ça, j'ai lu un service presse qui est Danse Charlie. J'en profite juste ici pour vous dire que le mot-clé du coup ce sera Charlie, puisque c'est un livre des éditions Ciblog que j'ai lu ce mois-ci. Donc voilà, pour faire un petit peu le parallèle avec le concours, le mot-clé c'est Charlie. Danse Charlie, c'est un livre de Roman Clécy. J'avais envie de découvrir parce que, encore une fois, j'ai adoré Des rêves à n'en plus finir. Cependant, ce livre l'a un petit peu moins bien fait que Des rêves à n'en plus finir. Je trouve que l'histoire était vraiment bien écrite et il y a un grand retournement de situation encore une fois, une grande révélation au milieu du livre qui est super intéressante. Ce que j'ai aimé c'est l'inspiration de ce livre parce qu'il n'est pas classique en termes de romance. Tu sens dès le début qu'il y a un truc qui va pas mais tu comprends pas vraiment ce qui ne va pas et en fait au fur et à mesure tu vas découvrir un peu plus et au moment où ça arrive tu te dis oui ça ne pouvait que être ça et en même temps j'étais là devant, j'étais what, attends, je suis revenue en arrière, et puis après j'ai continué ma lecture et j'ai un peu plus compris et donc je suis très impressionnée de la manière dont ce livre a été fait qui est assez original. Maintenant j'ai passé à peut-être un moins bon moment qu'avec Des rêves à n'en plus finir parce que j'ai trouvé que la relation était trop idéale entre nos deux protagonistes. Ils vont se rencontrer assez vite, ils vont s'aimer assez vite et il n'y a pas vraiment d'obstacle entre eux deux et je pense que c'est pas forcément réaliste parce que quand tu commences à rencontrer quelqu'un tout est parfait et puis au fur et à mesure il peut y avoir des petits trucs, des petites embûches et même les petites embûches on les avait pas, c'était vraiment parfait, le personnage masculin était parfait, le personnage féminin était parfait, ils étaient attachants, je dis pas le contraire mais du coup je sortais un peu de ma lecture en me disant bon c'est un peu trop parfait quoi. Donc bonne histoire, je lui ai mis 3 étoiles mais Des rêves à n'en plus finir c'est un très bon livre. J'ai lu aussi un service presse que j'ai fini, c'est La Cascade Sacrée de Marilou Privali, donc l'autrice a bien voulu m'envoyer le tome 1, il y a le tome 2 qui sort bientôt le 15 septembre je crois, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est La Cascade Sacrée, c'est entre deux elfes qui... donc c'est une petite romance MM dans un monde de fantasy. Ces deux elfes qui sont très réputés, ils appartiennent tous les deux à un peuple d'elfes différents qui a des coutumes, des cultures différentes. Et ils vont être un petit peu forcés de partir ensemble pour une mission pour sauver le royaume. C'est une histoire qui est touchante, qui est mignonne. En fait ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, au-delà du monde de fantasy que j'ai trouvé vraiment bien fait avec cette notion de deux elfes différents, il y a beaucoup de scènes olé olé, l'autrice m'avait prévenu, donc voilà si vous vous plongez dedans on est plus autour d'une romantasy érotique que d'une romantasy plutôt classique.
C'est un MM, mais surtout j'ai trouvé les personnages hyper attachants. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une histoire où vraiment t'as les personnages, t'as envie de les suivre, t'as envie de savoir ce qui se passe, t'as envie de voir leur petite joie, leur petite colère. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, et même dans la relation ils sont super mignons. Donc voilà, c'est une petite romance MM que je vous conseille si vous avez envie de découvrir ce livre. Mais attention, voilà, déjà c'est un livre adulte et avec beaucoup de scènes de smut. On va passer au dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, qui est The Perfect Love. C'est le tome 2 de The Perfect Match, qui est donc la fin de l'histoire entre Isaac et Elliot. Et qu'est-ce que j'ai à en dire, c'est toujours autant addictif, c'est toujours le même monde. Donc en fait dans cette saga on suit Elliot qui évolue dans un monde dans lequel tu choisis pas vraiment avec qui tu vas te marier, puisque tu as un test de compatibilité et tu es censé choisir la personne avec qui tu as le plus de tests de compatibilité. Si tu en as plusieurs tu peux choisir, mais si tu en as qu'une seule avec un haut taux, ce qui arrive à Elliot, tu peux pas choisir. Sauf que Elliot au début du tome 1 sort avec un garçon qui s'appelle Ashton, ils décident de faire le test ensemble, sauf que c'est pas concluant donc ils ne peuvent plus se voir, et en fait Elliot va avoir 98% je crois de compatibilité avec Isaac qui est le frère de Ashton. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Et c'est super addictif. En termes de romance, ça a les codes, ça a l'originalité qu'on veut dans une romance, ça a un rythme hyper addictif. Vraiment, je suis bluffée à chaque fois de les lire hyper vite et de vouloir tourner les pages, alors que bah des fois t'as des creux comme dans chaque histoire, et pourtant t'as envie de tourner les pages, t'as envie de savoir ce qui se passe. Je suis pas forcément hyper satisfaite de la fin de ce tome en termes de science-fiction, puisque c'est aussi une histoire de science-fiction et je trouve que c'est un peu simpliste en termes de science-fiction. Maintenant ce livre se revendique beaucoup plus romance, et en termes de romance il est juste parfait. Donc voilà, je lui en veux pas, mais en même temps si tu voulais être complètement complet entre la romance et la science-fiction, il y a quelque chose qui n'allait pas à la fin. C'est trop simpliste et c'est du vu et revu un petit peu la fin qu'on a eue, notamment au niveau des personnages et de ce qui se passe. Mais il y a des moments au milieu, c'est assez drôle dans ce tome, et j'ai bien aimé certains sujets qu'il abordait, notamment même quand on se bat pour la liberté autour de gens qui ont le même combat que vous pouvez ne pas avoir les mêmes convictions, et c'est difficile quand t'es dans un groupe un petit peu rebelle d'évoluer ensemble, parce que en fait comme il y a cette notion de liberté de vouloir choisir, bah faut quand même avancer dans le même sens et ne pas se diviser, et ça c'est assez compliqué. Notamment il y a des gens qui veulent être beaucoup plus frontaux, beaucoup plus attaquer le gouvernement, et d'autres pour le coup qui eux veulent plus travailler sur le côté pacifique, qui pensent que les choses vont évoluer mais ça prend du temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce monde où très clairement on est sur un régime autoritaire, et bah si les gens qui ont des convictions différentes ne se mettent pas ensemble pour avancer, bah ils arriveront jamais à affronter un petit peu ce gouvernement. Donc ça c'était intéressant aussi en termes de science-fiction. Mais voilà, un peu plus déçue de la fin, mais c'est quand même une très bonne histoire. Je crois que je lui ai quand même mis 5 étoiles. Ce sera pas un coup de cœur comme le tome 1 du coup, parce que j'avais envie d'une autre fin. Mais voilà, j'ai envie de découvrir The Perfect Fall, qui est du coup avec le personnage de Matt qu'on rencontre dans le tome 1 et qui est d'autant plus présent dans le tome 2. Sur ce, j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'ai lu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de ce que vous avez lu dernièrement, de si vous avez lu des livres que j'ai lus et qui vous intéressent, et que vous êtes plutôt d'accord avec mes commentaires ou pas. Je suis toujours contente de lire vos petits commentaires. Je vous tiendrai au courant par mail des deux personnes qui ont gagné. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à participer, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!